Épisode 3. Cacher l'inceste à sa famille. Trigger warning. Cet épisode va parler d'inceste, de viol, de suicide et de situations familiales compliquées. N'hésitez pas à mettre pause et à revenir plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode du podcast. Déjà, ça va faire 4 épisodes en tout, et donc 2 mois que l'aventure a commencé. C'est fou, je n'en reviens pas que j'ai réussi à faire ça. Merci pour tout votre soutien, les petits messages, les partages, les j'aime, les commentaires. Tout ça est très important pour que j'arrive à construire une plus grande communauté. Et donc pour cela, je vous en remercie. Je suis désolée, aujourd'hui je suis un peu fatiguée et j'ai le souffle assez court. Je reviens juste de mon run et mon cœur est en train de récupérer un peu de souffle. J'ai réussi depuis le dernier épisode, donc le journal 2, à me bouger un peu plus. La semaine dernière, je suis sortie tous les jours et ça n'a l'air de rien peut-être pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. J'ai réussi à faire du sport 3 jours de suite, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose pour mon corps, mais je l'ai quand même fait. J'ai aussi été voir un film, j'ai écouté un concert où mon coloc y jouait. J'ai été voir mes amis et mes amies ce week-end, c'était incroyable, on s'est tellement bien amusés. C'était une soirée vraiment toute simple, mais ça fait tellement du bien d'avoir une vie sociale, de voir des gens, de manger, de se raconter des histoires, de jouer à des jeux. J'ai vraiment passé un bon moment. Et je vais essayer cette semaine de faire encore beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup de choses à faire, donc ça tombe bien finalement. J'ai même réussi à postuler à des emplois, ce qui me bloquait encore un petit peu. Et donc là, j'ai envoyé plusieurs candidatures. C'est déjà ça. Je ne sais pas trop si l'épisode journal vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses qu'il faudrait changer. Je suis très ouverte à la critique parce que c'est important pour moi de construire un podcast que vous adorez entendre, que vous aimez écouter. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la cachotterie, entre guillemets, du silence finalement. C'est vraiment le thème principal, c'est le silence. C'est vrai que je parle surtout de le cacher à ma famille, parce qu'évidemment l'inceste est quelque chose qui se passe à même la famille, mais je veux aussi un peu parler par exemple de mes compagnons, parce que techniquement c'est quand même des personnes assez proches de moi à qui j'ai caché aussi cet inceste. D'abord, je pense que je vais introduire le sujet comme ça. La semaine dernière, j'ai eu un appel avec ma maman. Un appel assez surprenant, mais assez positif. On a parlé de plusieurs choses concernant l'inceste, mais elle m'a demandé pourquoi je leur avais caché ce qui se passait. Et je peux comprendre l'interrogation, mais en même temps, c'est tellement logique pour moi de ne pas leur avoir dit que même moi, j'ai dû aussi me poser la question pourquoi je leur ai caché et à quel moment j'aurais peut-être pensé à leur dire. Et du coup, comment j'ai pensé à l'époque à leur avouer, entre guillemets, évidemment, puisque ce n'est pas mon secret, ce qu'il se passait. Et donc, je lui ai répondu que, effectivement, moi, je croyais que j'étais coupable, on a déjà abordé ce sujet, et que, dans ma tête, j'allais avoir des conséquences à mes actes. Actes que je ne commettais pas, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup plus tard. Et donc, je lui ai dit, voilà, moi, c'est normal pour moi de ne pas vous l'avoir dit, je croyais que j'étais coupable, je croyais que je faisais quelque chose de mal, j'avais honte. Pour moi, c'était impossible de penser à m'asseoir et à leur dire, voilà, mon frère a des comportements pas adaptés. Et est-ce que je savais vraiment que c'était pas adapté? Oui. Et puis de toute façon, comment un enfant arrive à parler de l'inceste alors qu'on ne lui a jamais appris le consentement, on ne lui a jamais appris comment s'appelaient vraiment ses parties intimes, et c'est encore un combat qu'on a aujourd'hui de dire aux parents d'apprendre à leurs enfants ce qu'est un vagin, une vulve, parce que tu peux pas dire que une certaine personne t'a touché à un certain endroit si tu ne connais pas le nom de cet endroit. Je ne vois pas pourquoi on peut apprendre aux enfants ce qu'est un nez, ce que sont des doigts, une main, une jambe, mais pas un vagin, une vulve, un pénis. On utilise toujours des mots rocambolesques comme prune, zézette. Je trouve minimisent les faits par leur consonance un peu enfantine. Et donc ça aussi, j'en ai parlé avec ma maman d'ailleurs, de nous apprendre le consentement, de juste par exemple le fait qu'on nous forçait à faire la bise à des personnes alors que j'ai jamais été très tactile et bise, même aujourd'hui en tant qu'adulte.
Je sais plus trop si je lui en ai parlé, mais moi j'avais déjà pensé à leur dire quand j'étais enfant, mais d'une manière très très violente. Et aujourd'hui, je suis choquée par le fait que, à moins de 10 ans, j'avais ces pensées. Pour tout vous dire, moi, je pensais leur laisser une lettre où je parlais de ce qui se passait, et après je voulais m'enlever la vie. Je ne l'ai pas fait non parce que j'avais peur de m'enlever la vie, mais parce que j'avais peur de ne pas réussir. Je m'imaginais déjà sur un lit d'hôpital avec mes parents qui m'entourent, après mon suicide raté, mon frère qui est là aussi, et qu'on me demande des explications sur ce qui s'est passé. Et donc voilà, pour moi c'était la seule possibilité, le seul moment où j'ai vraiment envisagé d'en parler à mes parents. C'était en commettant un acte très violent, mais encore plus quand ça vient d'un enfant, parce que je savais déjà que si je mourais, je ne reviendrais pas, mais qu'il y avait une chance que ça ne marche pas. Et je ne pense pas que j'ai été jusqu'à m'imaginer comment je pouvais le faire, mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Et je voulais dire aussi par rapport à cette honte que j'ai ressentie, c'est... je vais pas utiliser le mot normal, mais presque. La honte, ça fait malheureusement partie de l'expérience d'être victime. On dit souvent la honte doit changer de camp. C'est exactement ce qui doit se passer. C'est pas à nous à avoir honte. On n'a rien fait, on subit des viols, des agressions sexuelles. Mais malheureusement, avoir honte, c'est une expérience universelle de victime. Et j'en suis désolée si vous en êtes une. J'espère vraiment qu'un jour, la honte va vous quitter et elle va aller dans le camp de votre agresseur/violeur. Et donc toutes ces années, ils n'ont rien vu. Il n'y a eu aucun doute de ce qui se passait. Après, comme je disais, par exemple, mon papa était très souvent pas là. Et quand il était là, il était enfermé dans son bureau. Donc c'est pas comme si il était vraiment conscient de ce qu'on faisait. Mais c'est vrai que en tant que victime des années après, je me pose vraiment la question, comment est-ce que personne n'a rien vu ou ne se soit douté de rien? Pas forcément penser tout de suite à l'inceste, parce que je peux comprendre que ce soit pas la première option qui vous vienne à l'esprit, parce qu'on est encore sur une société où on est vraiment tabou à propos de cet inceste. Mais il y avait quand même des signes qui montraient que chez moi, ça n'allait pas forcément bien. J'ai eu plein de psy, j'ai quand même souvent parlé du fait que j'avais pas vraiment l'impression que j'avais un papa, ou que j'avais des problèmes avec ma maman. Et à aucun moment, il y a eu plus de questionnements sur comment j'allais. J'avais aussi beaucoup de crises de colère. J'ai beaucoup de profs qui m'ont déjà fait des remarques. J'ai déjà été plusieurs fois à des conseils de discipline. Et même aujourd'hui, maintenant que je l'ai dit, il y a vraiment des gens qui me disent «Ah, mais je comprends mieux pourquoi t'agissais comme ça. Mais pourquoi tu t'es jamais posé la question, les enfants? S'ils agissent d'une certaine manière, parfois il y a des bonnes raisons. Et j'ai travaillé avec des enfants dans ma vie et je l'ai vu ça. Tu vois qu'il y a des enfants qui sont difficiles, mais c'est juste parce que à la maison ça va pas. Et évidemment, quand je parle ici de personnes qui n'ont rien vu, je parle d'adultes. J'ai des amis d'enfance qui m'ont envoyé des messages en me disant j'ai vu que t'allais pas bien, mais je savais pas ce qui se passait et je suis désolée. C'est pas votre faute, vous étiez enfant au même titre que moi, vous pouviez pas imaginer que des choses comme ça pouvaient se passer dans d'autres foyers. Surtout si ça se passe pas chez vous, du coup. Parce que autant l'enfant qui vit des violences, il comprend pas forcément que c'est pas normal et que tous les foyers n'ont pas ces violences. C'est pareil pour les enfants qui ont une bonne enfance avec des parents aimants. Ils peuvent pas forcément comprendre qu'il y ait des enfants qui soient violentés. Et ça, encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle on ne parle pas, c'est parce que on n'a pas forcément totalement cette conscience que c'est mal, que ça ne devrait pas se passer. Pour la millième fois, ça pourrait être réglé en donnant des cours d'hygiène de soi, de consentement, d'apprendre les parties intimes. Pourquoi on attend qu'on ait 12 ans pour nous faire un petit cours d'1 heure pour nous expliquer comment mettre une capote? Je veux dire, à un moment, super, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faudrait couvrir avant ça. On espère que ça avancera un jour. Toutes ces années, j'ai dû faire face à des cas d'incompréhension de la part de mes parents. Il y a plein de choses que moi-même, je ne comprenais pas finalement, de mes réactions, de pourquoi je réagissais ainsi. Et même encore aujourd'hui, il y a des réactions que j'ai que je ne les comprends pas forcément. Et c'est en travaillant dessus que j'arrive à rattacher les blessures qui font que je réagis comme ça. Et donc oui, j'ai eu plein de remarques. J'étais considérée comme une adolescente difficile, alors que ça allait quand même. Après,
chacun a ses standards. C'est vrai que par exemple, je sais que mes dernières années, on va dire 16, 17, 18 ans, j'étais en grosse dépression, donc j'étais, je pense, très invivable pour ma famille. Mais par exemple, mon papa, il m'a mis dehors sur le fait que j'étais ingérable, alors que je peux vous dire que j'étais pas si ingérable que ça, quoi. Mon papa était très strict et parfois, je pense que j'étais pas si horrible que ça. Et surtout, à quel moment tu mets ton enfant dehors? Il y a aucune excuse pour abandonner son enfant. Si t'as décidé 16 ans avant de faire un enfant, bah tu le gardes en fait. Si t'as décidé que t'allais pas avorter, tu le gardes. Un enfant difficile, il y a des raisons. C'est pas la faute de l'enfant, c'est souvent la faute des parents. Et c'est peut-être un truc qui est compliqué à entendre pour certaines personnes parce que c'est vrai que souvent on aime bien mettre la faute sur l'enfant, mais l'enfant il est conditionné à réagir et à se comporter comme on lui a montré, comme on lui a appris, comment on l'a conditionné. Et moi, je réagissais et je me comportais comme une personne qui n'avait pas vraiment de parents modèles, qui, en plus de ça, devait gérer une honte après avoir été violée des années par son frère. Et puis évidemment, on rajoute ça, les triggers, parce que quand j'ai commencé à un peu plus comprendre ce qui s'était passé, il y avait des remarques que j'entendais, étaient violentes à entendre pour quelqu'un qui avait été victime de viol. Ou même juste entendre parler de mon frère, pour moi c'est dur. Même si tu me dis juste, il a été mangé une fritière. Bon déjà ça fait chier parce que tu me parles de mon violeur pour me dire une information inutile. Donc évidemment ça va me trigger. Quand j'ai commencé à plus comprendre ce qui s'était passé, me dire que j'étais victime et pas coupable, je l'ai pas tout de suite dit. J'avais besoin déjà de savoir vivre avec cette nouvelle information et de savoir comment je voulais la naviguer, qu'est-ce que je voulais faire face à ça. Mais en attendant, oui, je devais faire face à des incompréhensions telles que pourquoi tu n'appelles plus ton frère? À chaque fois que j'appelais mes parents, on me disait tiens, il a plus de tes nouvelles, il se pose des questions, que ça soit lui ou sa fiancée. J'avais pas envie de leur dire. Surtout que c'est pas quelque chose que t'annonces sur un coup de téléphone quand on te pose une question aussi random que pourquoi tu donnes plus de nouvelles. Après, j'ai envie de vous dire, ma famille a cette espèce de règle vraiment stupide. C'est les plus jeunes qui doivent appeler les personnes plus âgées. Parce que c'est une marque de respect et que si tu le fais pas, quelle honte! Parce que eux, ils vont rarement t'appeler. C'est plus du côté de mon papa, ça. Mais du coup, moi, je suis la plus jeune. Et bah voilà, je dois appeler tout le monde. Et cela, même si j'ai aucune envie de le faire. Parce que bah, j'ai plein de blessures qui font que j'ai pas forcément envie de les appeler, que j'ai peur quand je les appelle. Et on me l'a reproché quand mon papa m'a mis dehors. J'ai mes grands-parents paternels qui m'ont reproché de pas leur parler. Mais votre fils vient de me mettre dehors. Vous imaginez la violence de la rejection? Et du coup, bah oui, c'est moi qui devais appeler mon frère. Bon, après, il m'appelait de temps en temps, mais la plupart du temps, bon, la règle, c'était toi, tu appelles et merci, en fait, le respect. Mais du coup, oui, je les entendais parler de mon frère aussi. On a une fois par an un repas de famille pour l'anniversaire de mon grand-père. Il devait venir. Heureusement, bon, j'avais une super excuse, c'est que j'étais aux États-Unis. Cette année, comme ils ont appris la nouvelle, hein, il n'était pas là. Donc j'ai pu y aller sans trouver d'excuses. Mais voilà, quelques mois en avance, j'essayais déjà de trouver des excuses pour ne pas y aller. Parce que je ne voulais pas être confrontée à mon frère. Et même encore aujourd'hui, quand ils le savent, j'entends parler de mon frère. Je les entends au téléphone de ma chambre en bas à parler comme si rien ne s'était passé. Et du coup, mon incompréhension est très grande. Et quand je parlais encore à mon frère, parce qu'il faut savoir que quand j'ai compris que j'étais victime, j'ai pas tout de suite coupé les ponts avec mon frère. Couper les ponts avec mon frère, ça date d'il y a, je sais pas, 1 an et demi. Dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était pour mon anniversaire de 23 ans. Et j'ai répondu juste parce que j'avais l'impression qu'il me regardait et qu'il allait savoir que je voulais pas lui parler. Alors que j'étais même pas dans le même pays. Et donc, j'allais toujours chez lui, prenais soin de ses enfants, on se voyait toujours, mais il y avait quand même toujours cette peur de savoir si on devait en parler. Surtout quand je croyais que j'étais encore coupable, je dis est-ce qu'on devrait pas avoir une discussion sur ce qu'on a fait? Et à chaque fois je me dis est-ce qu'il va lancer un jour une discussion? Évidemment qu'il va pas le faire. Quand il y avait aussi des gestes qui me faisaient peur, je me dis ah qu'est-ce qui va se passer après ça? Par exemple quand il cuisinait, parfois il prenait une cuillère et il me présentait pour que je puisse goûter. Et j'ai trouvé ce geste beaucoup trop intime. Et je ne sais même pas si du coup c'est un geste intime ou pas, parce que j'ai pas la référence. J'ai jamais pu comprendre si c'était un geste qui se faisait entre personnes de la famille. Mais oui, c'était vraiment un inconfort et un malaise quand j'allais là-bas. Et j'ai
quand même continuer à y aller. Dans ma tête, mon frère, c'était la personne que j'aimais le plus au monde, qui me soutenait le plus, alors que c'est plus la personne qui m'a le plus blessée. Et quand il a eu des enfants, c'était dur pour d'autres raisons que juste l'inceste. Mais c'est vrai que dans les idéologies de mon frère, j'étais sceptique par rapport au fait que ses enfants allaient grandir dans un environnement ouvert d'esprit et inclusif. Et encore aujourd'hui, je m'inquiète pour eux et c'est compliqué de pas pouvoir les voir. Parce que ce sont des enfants, ils ont rien fait. Ils ont juste été créés et ils sont arrivés et là, ils sont là. Et c'est vrai que souvent, c'est l'excuse de on peut pas couper les ponts avec ton frère parce que il y a les enfants, quoi. Ils ont le droit de voir leurs grands-parents. Et en soi, je suis d'accord. Il y a aussi une discussion de savoir si ils auraient pas le droit de savoir ce qui s'est passé. Bon, pas tout de suite, ils sont beaucoup trop jeunes, mais dans, je sais pas, des années, quand ils pourront comprendre, c'est quelque chose, je sais pas du tout comment le naviguer. Mais revenons au sujet de cacher ça à sa famille. Il y a quand même une frontière qui se crée entre toi et tes parents, grands-parents, oncles, tantes. Moi, je parle souvent de parents parce que c'était les personnes avec lesquelles je passais le plus de temps. Mais voilà, il y a vraiment un espèce de jeu de cachotterie qui se passe. Parfois, ils vont avoir une réflexion en mode... votre enfance, elle était belle, vous avez été bien élevés, etc., etc. Et eux, comme ils savent pas encore tout ce qui s'est passé dans mon enfance, je peux pas répondre. Mais j'ai pas non plus envie de dire oui, mon enfance était magnifique. Parce que moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Et donc souvent, c'est plus un petit sourire hochement de tête. Et donc il y a une espèce de fossé qui se crée. Et de toute façon, on sait tous, les mensonges, les cachotteries et le silence, ça crée un gouffre entre toi et la personne. Et c'est fou que j'ai dû moi-même prendre l'énergie pour cacher ça alors que j'ai rien fait. Et c'est horrible parce que le silence, ça prend tellement d'énergie, ça prend tellement de temps, de mental, alors qu'on n'a rien fait. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est moi qui dois prendre l'énergie de guérir et d'aller mieux alors que j'aurais pu l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Mais maintenant, je l'utilise dans ce podcast, donc ça va finalement. Si je peux vous aider au moins avec mon énergie, je vous en prie, je vous la donne un petit peu. Hop, transfert d'énergie. Et du coup, dans ce fossé, il y avait aussi répondre à l'amour de mes parents. Bon, ici, je parle plus de ma maman. Je reçois beaucoup de je t'aime. Il y a beaucoup de contacts physiques qui veulent se faire. Des câlins, tout ça. Moi, je peux pas. J'arrive pas. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas répondre au je t'aime. Et c'est vrai que j'y pense parfois et je me dis, si c'était une personne qui n'était pas de ma famille, qui n'avait aucun lien sanguin ou par alliance avec moi, je serais déjà partie depuis longtemps. Après tout ce qu'on m'a fait, je serais déjà partie depuis longtemps. Et c'est une révélation que j'ai pas eue il y a très longtemps, je l'ai eue la semaine dernière. De me dire qu'en fait, si ces personnes-là ne m'avaient pas mis au monde, je serais déjà partie depuis longtemps. Et je n'ai jamais trouvé que les liens sanguins étaient une excuse pour rester. Et je le dis aux personnes, les liens sanguins, aucune excuse. Mais moi, je l'utilise. Et je pense que c'est aussi très compliqué, c'est une construction sociale de la société où la famille avant tout, alors que non. Et donc pour moi c'est aussi ça, c'est dur pour moi de dire je t'aime. Et je donne des chances encore et encore et encore à ces personnes. Et à chaque fois on me déçoit. Et donc oui, j'ai déjà pensé à totalement couper les ponts, mais ça sera pour encore un autre épisode. Enfin, il faut savoir que mon violeur a toujours été vu comme, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, la personne préférée de la famille. Je dis bien du côté de mon père. Il a toujours eu une vie assez facile. Enfin, c'est comme ça, encore une fois, que moi je l'ai vu. Moi, pendant tout ce temps, j'étais vue comme la personne toxique, la personne qui était toujours dans le mal. Et encore une fois, je le dis, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Charlie, elle a plein de problèmes, il faudrait qu'elle fasse mieux dans la vie, il faudrait qu'elle ait des meilleurs points à l'école, elle est un peu rondelette, il faudrait qu'elle fasse du sport. Et même quand mon papa m'a mis dehors, j'ai eu cette impression que c'était moi en fait le problème. Et j'ai pas compris. Encore aujourd'hui, j'ai pas forcément tout compris à ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que cette décision radicale a été prise ? Est-ce qu'elle aurait été prise s'ils avaient su la vérité à ce moment-là ? Je ne sais pas. Jusqu'ici, j'ai parlé de ma famille sanguine, mais on a aussi mes compagnons, les personnes avec qui je suis tombée amoureuse, ou que j'ai eu des relations en général. Je les inclus ici parce que c'est des personnes avec qui j'ai eu des relations intimes, et dans le cadre d'être victime d'inceste et de viol, c'est important d'en parler. Mon premier copain, je l'ai eu quand j'avais 15 ans et je ne lui en ai jamais parlé. Il savait très bien que ma situation familiale était compliquée, mais il savait pas plus que ça. Il n'avait pas les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que c'était parfois compliqué d'avoir des relations sexuelles. Il y a beaucoup de fois où je me forçais à dire oui, alors que j'avais pas envie. Et en même temps, on était jeunes, donc je sais même pas si s'il l'avait su, est-ce qu'on aurait pu le naviguer aussi bien que je le navigue aujourd'hui. À 24 ans,
J'ai l'indépendance d'aller chercher une psychologue, de prendre mon temps pour certaines choses. J'ai mon espace à moi et c'est quelque chose que je n'avais pas quand j'avais 16 ans. C'est pas moi qui choisissais ma psychologue. J'avais pas vraiment mon espace à moi. Et donc oui, mon premier copain n'a jamais rien su. Et moi je l'ai quitté justement parce que j'arrivais pas à m'aimer moi-même, je me détestais et je trouvais que c'était important que je puisse m'aimer avant d'aimer quelqu'un, parce que ça fait plus de mal à vous et à cette personne qu'autre chose. Ensuite, j'ai eu une relation, plus une situation qu'une relation, avec un homme qui m'a très très maltraitée, et du coup, je lui ai jamais fait confiance pour lui en parler de ça. On n'a pas eu énormément de relations physiques, intimes, donc c'était un peu moins impactant le fait qu'il ne sache pas. Je sais qu'avec lui, ça aurait été très mal accueilli. Donc je suis très contente de ne pas lui avoir dit malheureusement, mais voilà. Avec mon copain actuel, c'est la première personne à qui je l'ai dit, vraiment dit. Et il l'a très bien accueilli. J'en parlerai plus profondément dans un épisode qui sera vraiment dédié à ça, mais évidemment, il peut pas tout comprendre. On a quand même cette espèce d'honnêteté où on parle, on communique. Je lui ai déjà parlé du fait que parfois, je me force en fait à avoir des relations sexuelles si la personne en face de moi, elle veut. Et je lui en parle, et maintenant, je me force un peu plus à dire non quand j'ai pas envie. Et ça aide énormément et il accueille toujours ma parole. Et c'est pas exceptionnel, ça c'est un truc que tout le monde devrait faire, accueillir ta parole. Quand tu dis non, c'est ok, on va dormir. Mais malheureusement, on sait très bien que c'est pas la réalité. Et puis, il y a aussi des actes sexuels que je peux pas faire. Parce que trop de triggers, parce que ce sont des choses qui m'ont été faites lors des viols. Et ça aussi, ça m'a mis du temps à moi-même comprendre pourquoi j'aimais pas ça. Bon, après, il y a des trucs que vous pouvez juste ne pas aimer, parce que chacun est différent. Mais moi, je sais que je rattachais trop au visage de mon violeur, plus qu'au moment présent. Et donc voilà, on en parle et c'est des actes qu'on ne fait plus. Franchement, j'ai réussi à construire une relation de confiance entre mon corps et celui de mon partenaire. C'est incroyable. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver quelqu'un avec qui il puisse faire ça. Je pense que je vous ai un peu tout dit par rapport au thème de l'épisode. C'est vrai que c'est un peu parti à droite à gauche. C'est aussi un peu tout ce qui se rattache à cette cachotterie, à ce silence. Parce que c'est vrai qu'au final, le mot cachotterie, mensonge, ils ne correspondent pas forcément à ce qui s'est passé pendant toutes ces années. C'était plus une mise en silence. On m'a demandé de me taire. Je savais que si je parlais, ça allait mal se passer. On avait réussi à me faire croire que j'étais coupable et donc évidemment, j'ai rien dit. Ce n'est pas du mensonge, ce ne sont pas des cachotteries, c'est juste du silence et une mise en silence. Et sortir de ce silence est très dur. Aujourd'hui, il y a encore des personnes de ma famille qui ne savent pas. Mon grand-père ne sait pas. Mais en même temps, il a aussi une situation de santé, ce serait pas possible de lui expliquer. Parce qu'il aurait soit oublié, soit parce qu'il comprendrait pas. Déjà, on essaye de lui faire dire que j'ai changé de prénom et c'est pas possible. Il oublie tout de suite. Quand on lui parle avec mon nouveau prénom, il demande c'est qui. Il y a encore finalement du chemin à faire. Et de savoir aussi comment on va naviguer ça. Mais ça, j'en parlerai aussi dans les prochains épisodes. Donc ça sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Voix Nue Podcast, ou sur Patreon. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, week-end, peu importe quand vous écoutez ça. J'espère que vous allez avoir du bon temps et que vous allez bien. Et enfin, on termine par le fameux fun fact, un peu anglophone et encore sur la période médiévale. Faut vraiment que j'arrête avec cette période médiévale. Vous avez de la chance, vous n'arrivez pas pendant mon obsession avec le Titanic. Mais savez-vous que quand vous éternuez en anglais, on vous dit bless you. C'est l'équivalent de à tes souhaits en français. Ça vient du fait que, aux temps médiévaux, quand quelqu'un éternuait, on croyait que son âme sortait par ses trous de nez. Et du coup, pour le bénir, pour pas qu'il perde son âme, on lui disait bless you. Pour pas que le diable vienne le prendre. Je ne sais pas pourquoi on aurait dit à tes souhaits en français. Qu'un jour, quelqu'un a éternué, il y a un génie qui est sorti et lui a dit à tes souhaits, mon brave, choisis 3 vœux. Je ne sais pas. Mais j'aime bien cette histoire, je pense qu'on devrait la garder. N'hésitez pas à dire aux gens qu'on dit à tes souhaits à cause d'un génie qui sort du nez, s'il vous plaît. Juste pour savoir si un jour mon histoire deviendra célèbre et elle sera dite dans les vidéos YouTube que j'écoute le soir.